Bienvenue dans cette nouvelle escale du mois du voyage. Donc, nous avons invité aujourd'hui Patrice Franceschi, grande sommité de l'aventure, qui probablement nous expliquera que le voyage et l'aventure, c'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes déjà extraordinairement ravis de recevoir Monsieur Franceschi. Je voulais commencer par une toute première question qui correspond à ce qui traverse votre œuvre, que nous voyons ici dans toute sa largeur, hein, entre le voilier et la boudeuse, le prix Goncourt de la Nouvelle, euh, les points aventure, ce magnifique texte sur Kobané, etc. Je vois que vous êtes bien achalandé, dites-moi. Vous produisez beaucoup aussi. Gentil. Qu'est-ce que vous appelez l'esprit d'aventure et comment le définiriez-vous? Et Vous attaquez dans le vif du sujet, mais c'est très bien. directement. Vous avez dit tout à l'heure que, certainement à mes yeux, voyage et aventure n'étaient pas la même chose. C'est ça. Mais vous avez bien raison, parce que et l'aventure, c'est pas l'esprit d'aventure non plus. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Et ce qu'il y a d'intéressant si on considère qu'une vie, finalement, ce n'est qu'un long déniaisement vers la maturité, on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a un temps pour l'aventure avec sa geste, je dirais, physique, et puis un temps pour l'esprit d'aventure, qui est en fait une manière beaucoup plus intellectuelle de considérer l'aventure et finalement l'action. Et de réconcilier peut-être l'action et la réflexion chez les hommes. Et peut-être qu'une des... c'est une idée comme ça, hein, mais une des problématiques peut-être de notre désenchantement, euh, il me semble, c'est peut-être cette séparation qu'on nous impose, qu'on nous apprend, dans laquelle on nous pousse entre les gens qui y pensent et les gens qui agissent, et que quand on fait l'un, on ne fait pas forcément l'autre. Mais toute notre histoire n'a pas été conçue comme ça. Et la réconciliation de l'action et de la réflexion à travers l'esprit d'aventure, et ce que défend cette collection chez Point, c'est ça. Et cette idée aussi que dans l'aventure, comme dans l'esprit d'aventure, comme dans le voyage, comme dans tout cela, euh, ce n'est pas des anecdotes qu'il faut rapporter. Si on revient d'un voyage ou de la vie tout entière qu'avec des anecdotes, franchement, je pense qu'on n'a pas atteint l'essentiel. Il faut, comme disait Malraux, transformer toute expérience en conscience. Et je pense qu'un voyage n'a d'intérêt que si, à travers l'esprit d'aventure, on veut bien s'exposer. L'aventure, c'est s'exposer. Le tourisme, c'est se protéger. S'exposer, c'est quoi? Un voyage, c'est pas très intéressant, à mes yeux en tout cas, d'aller y découvrir des paysages, des gens, des choses comme ça. Bon, c'est intéressant, mais il y a mieux, c'est de mettre à l'épreuve ses idées reçues, ses préjugés, ses pensées, les mettre à l'épreuve sur le réel. Et d'accepter parfois d'être déçu, de dire, je ne sais pas, tel pays que je voyais merveilleux, ben, il n'est pas tant que ça, tel autre que je croyais pas très intéressant l'est beaucoup plus. Et je pensais ceci et maintenant je pense cela, parce que le voyage, en l'occurrence, doit être une mise à l'épreuve de ses idées, et surtout de ses idées reçues et de ses préjugés. Et à ce moment-là, le monde apparaît beaucoup plus intéressant qu'avant. Il ne s'agit pas de ramener ce que le touriste recherche, c'est-à-dire aller chercher au fond, sur le terrain, un réconfort moral de ce que l'on pensait avant. Là, ça devient intéressant de voyager et de le faire avec un esprit de découverte. Mais il y a un gros problème aujourd'hui, il faut le dire, c'est que le tourisme de masse, il a profondément changé les rapports humains dans le voyage. C'est quelque chose que sur un... À quoi sert d'ailleurs, par exemple, le voyage d'aventure? Dans la préface d'un de mes bouquins, 20 ans après, je disais finalement, je m'aperçois avec le temps que le voyage d'aventure, il sert aussi à mesurer l'état du monde. Les endroits où on ne peut plus aller ou les endroits où on peut aller, la beauté du monde qui se flétrit par une certaine modernité, l'avancée de la sécurité ou de l'insécurité, ça sert aussi à ça sur une longue trajectoire. Et l'apparition du tourisme de masse a profondément changé les rapports humains. Il y a peu de pays encore où, si vous êtes un occidental, quand vous y allez, on ne vous regarde pas finalement comme un objet capable de produire un peu d'argent. Partout où vous pouvez aller, vous faites une photo, on va vous demander des sous, et ainsi de suite. Et le tourisme de masse, qui n'est pas le voyage, a cette idée que sous couvert d'une démocratisation du voyage, on déresponsabilise les gens et on fige et on fait une marchandise des gens qu'on va voir.
Pendant longtemps, je pensais que beaucoup de tribus, beaucoup de peuples indigènes allaient disparaître par la force des choses, et naturellement, c'est comme ça. Il n'y a plus de Gaulois en France comme il y a 2000 ans. Les choses changent. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient rester eux-mêmes dans le folklore tel que les tours opérateurs, depuis une dizaine d'années, les demandent. Il y a un zoo humain qui, depuis une dizaine d'années, s'est installé un peu partout dans le monde, qui est profondément affligeant. Et quand on enquête là-dessus et qu'on regarde, vous avez en Nouvelle-Guinée, vous avez dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, un tas de tribus qui sont revenus en arrière. En gros, ils se sont redéshabillés, repeints, n'importe comment d'ailleurs, ils le disent, parce qu'ils ont oublié tout ça, simplement pour satisfaire une demande d'exotisme, de curiosité, du tourisme, qui a regardé des livres qui véhiculent ça, donc un mensonge, et qu'on va conforter dans un voyage contre espèce sonnante et trébuchante, on en veut pour son argent, et ces gens-là sont ravalés au rang finalement de singer leur culture, de singer leurs ancêtres, et de ne plus entrer dans la modernité parce qu'ils ont un nouveau business qui est de rester un peuple primitif qui ne sont plus du tout. Tout ça, ce voyage-là, n'existe. Enfin, c'est se déplacer. C'est pas s'exposer. C'est pas le vrai voyage. C'est pas la véritable aventure et c'est pas le véritable esprit d'aventure. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'idée de transmission, elle a l'air en tout cas d'être tout à fait essentielle dans votre parcours et que justement, aussi bien à travers l'aventure du livre que l'aventure en général, vous cherchez une forme de transmission, de rapporter quelque chose. Si on parle de la transmission à l'état pur, il y a encore des professeurs, il y a encore des instituteurs, il y a encore des tas de gens qui transmettent le savoir. C'est un métier d'une noblesse absolue. Moi, il y a 2-3 métiers qui, pour moi, ont une noblesse absolue dans la vie. Voilà. C'est celui des gens qui transmettent, les professeurs, les instituteurs, et ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Ceux qui soignent, les infirmières, tout ça, voilà. Et puis, ça vous fait peut-être vous faire rigoler, mais ceux qui rendent service comme les pompiers. Vous voyez, tout ça, pour moi, c'est des métiers très utiles. Voilà. Et j'ai un certain, comment dirais-je, dédain d'un certain nombre d'autres métiers qui ne servent pas à grand-chose et qui gênent les autres métiers. Je veux dire les traders, les banquiers. Mais je le dis maintenant avec vraiment sans état d'âme, étant toujours victime de ces gens-là et voyant dans notre société quand même des inégalités qui se creusent entre justement ces deux types de métiers. Ceux qui ont une fonction sociale d'utilité, quotidienne, publique, où les gens sont peu reconnus, mal payés, etc. Et puis d'autres qui finalement, dont on se passerait volontiers et qui sont fort bien payés. Voilà. Donc transmettre, c'est un métier formidable. Et pour un écrivain, après tout, quand il écrit un livre, c'est pour transmettre quelque chose. Et j'ai toujours considéré, vous me dites tout à l'heure que j'ai beaucoup de production, mais il y a des années où je ne produis rien du tout. Simplement parce que je pense qu'un écrivain, ça doit dire des choses ou fermer sa gueule. Voilà. Si on n'a rien à dire, il ne faut rien dire. Et quand on a à dire plusieurs choses dans la même année, voilà. Parler de Mourir pour Kobané, qui est un livre qui n'était pas du tout prévu. Mais les engagements que j'avais avec les Kurdes en Syrie pendant les 2 années qui avaient précédé, avec un de mes éditeurs, ça a été, voilà, il faut aussi raconter ça. Et c'est un livre qui s'est rajouté au reste parce que j'avais vraiment envie de dire quelque chose. Puis l'année prochaine, il n'y aura peut-être rien parce qu'il n'y aura rien à dire, je ne sais pas. Mais la transmission n'a de sens que si on a à dire quelque chose, et donc quelque chose de réellement à transmettre. Et je pense que, au moins à travers l'esprit d'aventure, mais peut-être aussi même dans la littérature qui est consubstantielle à la vie et à l'aventure, ce qu'on a à transmettre, c'est aussi une vision du monde, d'un certain nombre de valeurs, de finalement l'homme c'est quoi. De dire aussi qu'il y a une séparation assez nette depuis au moins une 50aine d'années, et que certains philosophes ont théorisé dès cette époque-là, comme Hannah Arendt ou Habermas, entre les progrès techniques de la science et le progrès humain. C'est quelque chose qui me paraît assez flagrant aujourd'hui et qu'on ne dit pas assez. Et je pense que les écrivains, ou les écrivains aventuriers, ou en tout cas, ou les philosophes, j'en salue un là, qui est dans la salle, mon ami Claude Romano, qui doivent penser aussi notre société sur le long terme et non pas simplement dans son actualité. Et que le fait que les nouvelles technologies, par la fascination incroyable que les gens en ont, masquent une régression des progrès humains ou une stagnation des progrès humains. Moi, quand il y a une nouvelle technologie qui apparaît, ce qui m'intéresse au cas par cas, c'est de l'analyser en disant est-ce qu'elle rend les hommes meilleurs, ne les change pas ou les rend moins bons. Dans les 2 premiers cas, je prends, dans le 3e, je ne prends pas.
Voilà. Et cet esprit critique, aujourd'hui, il a tendance un peu à disparaître parce que tout nous pousse finalement à nous transformer de citoyens que nous sommes encore en consommateurs que nous devons absolument devenir. Ça me fascine de voir ces évolutions-là. Ça ne me rend pas très optimiste, mais il faut avoir un état, je pense, lucide des choses, et puis après les bouger. Donc un écrivain, il doit dire des trucs comme ça à travers la littérature, le voyage, etc. Et là, ça devient passionnant de transmettre ça, de se dire qu'on est à contre-courant la plupart du temps, c'est comme ça, mais que ce n'est pas très grave. Il faut aussi parfois accepter d'être minoritaire et de se dire que les minoritaires d'aujourd'hui ne seront peut-être pas forcément les minoritaires de demain. Je pense que le rôle d'un livre, c'est pas de... Je parle des vrais livres, c'est-à-dire qui ont été, non pas des bons livres, mais des vrais livres, c'est-à-dire ceux qui ont à un moment donné, pour leur auteur, apparu comme étant impératif de faire. Voilà. Donc, la transmission, c'est, dans le domaine, en tout cas, des écrivains, un livre doit normalement transmettre quelque chose. Puis un bon livre, normalement, à mes yeux, c'est un livre qui, chaque fois qu'on le relit, on y redécouvre quelque chose. Voilà. Donc, pour la transmission, je crois que vous avez dit l'essentiel de ce qui me paraît très important. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a été transmis, je voulais dire, presque comment en êtes-vous venu à l'aventure? Comment ça vous est venu? Parce que ça vous est venu assez jeune. Et est-ce que vous baignez dans des récits de voyage? Est-ce que des explorateurs tutélaires? J'ai eu une chance, c'est que dès que j'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, je savais très bien ce que je voulais faire. Pourquoi je voulais le faire, je ne sais pas trop, mais je voulais absolument vivre toutes sortes d'aventures et écrire toutes sortes de livres. Vraiment, j'avais 10, 11, 12, à 15 ans, c'était certain, et j'ai commencé à 18. Et je me disais à cette époque-là que, c'est marrant, hein, mais d'abord, il fallait être propriétaire de sa vie, refuser les rails sur lesquels on veut vous mettre absolument, quand vous voulez être sur d'autres rails, ne pas craindre de sauter hors des rails quand il le fallait, l'assumer, accepter d'en payer le prix. La liberté, c'est un truc qui coûte vachement cher, hein, en réalité, et elle le coûtera de plus en plus. Et que par conséquent, il ne fallait pas que je m'attarde dès que j'aurais la capacité de le faire. Et qu'au fur et à mesure du temps qui passerait, avec une conscience très précise du temps, de la précarité des entreprises humaines et puis de cette fuite éperdue du temps, qu'il ne fallait pas le perdre, que c'était le meilleur bien que nous avions. Un certain nombre de philosophes ont écrit des textes formidables sur le temps, et que plus le temps s'écoulerait et plus les activités physiques s'amoindriraient, plus la partie intellectuelle prendrait le pas. J'ai toujours dit ça, et c'est la raison pour laquelle j'étais passionné par la philosophie quand j'étais en terminale. Mais je me disais que c'était à 40 ans qu'il fallait commencer, parce qu'entre 20 et 40, physiquement, on était vraiment en pleine forme et qu'il fallait en profiter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça formidable, en fait, de faire des études à la maturité. Voilà. Et un de mes professeurs est là. Et que plus j'irai maintenant, plus effectivement, il y aura de livres, il y aura de choses plus intellectuelles, chargées d'un vécu qui est pour moi une nourriture pour les livres. Vous parliez de philosophie, vous vous référez souvent aux stoïciens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose devant les un stoïciens, ça a professeur été relativement tardif. C'est assez marrant comment les gens, on évolue dans la vie, etc. À l'époque des études, les stoïciens, ils étaient parmi d'autres. Et puis c'est avec le temps, depuis quelques années seulement, à la relecture de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle, très connu, mais aussi des premiers stoïciens et du peu qu'il en reste, Chrysippe, quelques autres, et puis de ceux qui n'étaient pas des stoïciens, mais qui en ont bien parlé, comme Cicéron et d'autres, j'ai retrouvé un accent, en fait, c'est à partir des Kurdes, il y a 3-4 ans. J'ai retrouvé à la fois une mélancolie et en même temps une dynamique qui correspondait à ce que vivaient les Kurdes. C'est-à-dire que des gens qui, parce qu'ils avaient assez de foi dans ce qu'ils faisaient, des raisons pour lesquelles ils étaient capables de vivre, de souffrir et de mourir, n'avaient plus peur de rien et étaient prêts pour des choses aussi simples que nous ne connaissons plus. Se battre pour la liberté de base, les libertés essentielles, prêts à tout jeter dans la balance et à payer le prix
de cette liberté. Et ce qui m'a fasciné pendant ces années-là, c'était d'avoir sous la main les stoïciens que je ramenais sans arrêt chez les Kurdes. Et je leur disais tout le temps, mais tout ce que vous me dites, vous êtes des stoïciens qui s'ignoraient complètement. C'est assez extraordinaire. Et moi, je n'entends plus du tout ça chez moi, alors que ça a eu une importance très importante à l'époque de Rome et après, et à la Renaissance. Et puis après, ça disparaît. Et aujourd'hui, le message des stoïciens, il faudrait réinventer un néo-stoïcisme correspondant à notre époque, mais je pense que ce serait vraiment très intéressant. Que ce soit sur les problématiques actuelles, sur par exemple sur les problèmes des migrants, par exemple aujourd'hui, sur le problème de l'autre, sur le problème de l'humanisme, etc. Ils ont dit des choses formidables, les stoïciens. Ça serait bien de les relire, de les redécouvrir, de les retransformer, parce qu'il y avait un message qui était vraiment très intéressant. Et puis, se dire que s'intéresser à la vie publique et à une forme d'humanisme, c'est des messages qui sont intéressants. Moi, vous savez, il y a des auteurs, qui soient d'ailleurs philosophes ou pas, qui vous parlent plus que d'autres. Ça résonne en vous, parce que voilà, moi j'aime l'énergie vitale, j'aime l'investissement, j'aime la découverte des autres, j'aime l'engagement, j'aime les gens qui ont peur de rien. Et pour qui sont capables de se battre et de mourir, c'est le cas des Kurdes de Syrie, et ce sont de vrais révolutionnaires pour des choses auxquelles ils croient. C'est-à-dire que vivre, pour parler des Kurdes, en Syrie, et aujourd'hui, encore ce matin, il y avait des combats terribles avec les djihadistes dans une ville qui s'appelle Tel Abyad, où j'étais il y a 3 mois, qui avait été libérée, et beaucoup de femmes qui combattent, nous apparaissent assez étranges, ou d'où sortent-ils? Julia, tu as Claude qui est là. Julia, tu as Claude qui est devant toi. Et c'est une très grande leçon, parce que nous, finalement, on est des héritiers. Héritiers de la liberté, héritiers de la démocratie, on en a hérité. Vous êtes d'accord? On ne s'est pas battu, on n'est pas mort pour ça. C'est nos aïeux qui ont fait ça, nos pères, nos grands-pères. Bon. Et donc, ça nous paraît une sorte d'acquis qui ne sera jamais menacé, qui est pour toujours, et que la guerre et le reste, ça concerne, c'est la télévision qu'on le voit, ça concerne les autres. Ce n'est pas du tout le cas. Tout ça, c'est peut-être une parenthèse, il faut y faire très attention. Et en Syrie, chez les Kurdes, ils ont tout ça à conquérir. Et ils se battent pour ça, ils y croient, et ça les rend heureux. Et jamais je n'ai vu, et c'est pour ça que maintenant, je comprends, il y a des résistants en 40 qui ont dit dans leur livre plus tard que c'était la plus belle période de leur vie. Alors, quand vous savez la guerre, vous vous dites, mais comment ils peuvent dire ça? Mais quand vous avez vécu la même chose avec des Kurdes aujourd'hui, qui vous disent, mais c'est une période extraordinaire. Jamais on a autant souffert, mais jamais on a été aussi heureux. Voilà. Et simplement parce que la quête de sens de la vie, ils l'ont trouvée. À quoi ça sert de vivre? Ils vous répondent en 2 minutes. Ils n'ont pas les crises existentielles que nous avons ici. Vous demandez à un jeune Kurde de 20 ans, c'est quoi la vie et pourquoi tu te bats, etc. Et est-ce que tu es heureux? Il vous répond immédiatement. Parce qu'ils sont confrontés à des épreuves que nous ne connaissons plus. Et nous aurions intérêt, je pense, pour comprendre le monde et ce qui nous attend demain, et nos enfants, à tenir compte des leçons aujourd'hui que nous donnent par exemple les Kurdes. Quelque part, ils opposent une forme de défi exaltant par l'engagement face à la morosité ambiante dont on aurait à apprendre. Oui. Ils ne sont pas moroses, oui. Ils ne sont pas moroses parce que la vie est dure. Parce que la vie, pour eux, est extrêmement dure. Et que quand ils ont décidé, quand vous avez un peuple pour qui la vie est vraiment dure, qui a vécu l'oppression permanente jusqu'en 2012, minorité oppressée, en Turquie, en Syrie, partout ailleurs, que soudain, l'opportunité, le kairos, le moment favorable, comme disaient les Grecs, arrive, qu'ils savent le prendre, ils se battent, et qu'ils commencent à gagner, alors de l'oppression, les chaînes cassées, sort un bonheur extraordinaire. Les Kurdes qui se battent, ils n'ont aucun plaisir. La vie est dure, et ils meurent en grand nombre. Mais ils ont un bonheur total. Et eux, ils savent faire la différence entre le plaisir et le bonheur. Et ça, c'est une grande leçon. Évidemment que... Et pourquoi j'écris Mourir pour commander? C'est moi, parce que mon éditeur, quand je lui racontais ça, me dit, putain, il faut que tu l'écrives. Je dis, non, je viens d'écrire des nouvelles, j'ai un roman en cours, j'ai pas le temps, mais il m'a convaincu parce que... Et quand, les 3 premiers jours, je dis, putain, je suis allé à reculons, et le 3e jour, je suis allé à fond parce que je me suis dit, finalement, la leçon que les Kurdes me donnaient au quotidien, je me la redonnais moi-même en écrivant, et j'avais envie de la transmettre.
Voilà. Et voilà, ce sont des gens qui, mourir pour Kobané, ils savent que oui, c'est un combat moi, je pense, qui nous concerne tous dès aujourd'hui, et notamment les femmes. Oui, je vais vous citer juste. Vous dites l'islam laïcisé, modernisé, réformé attire peu, excepté les Kurdes syriens et turcs. C'est une rareté intellectuelle comme le sont les curiosités entomologiques. Quand j'en trouve une, je me penche dessus avec affection, me demandant pourquoi la nature n'en a pas produit davantage. Oui, je termine par un petit truc, mais c'est vrai. Quand vous êtes là-bas, quels sont les combattants étrangers français qui combattent auprès des Kurdes? Je ne les compte même pas sur le doigt d'une main. Quels sont les Français qui combattent du côté des djihadistes? On les compte sur les doigts par milliers. Et les Kurdes sont très frappés de cela. Ils sont musulmans, mais ils sont laïcs. Ils ont fait évoluer leur religion. Ils l'ont vraiment réadapté à la modernité. Et ils s'étonnent que ça ne fascine aucun musulman français, mais que par contre la violence djihadiste fascine les musulmans français. Et pour moi, il n'y avait rien de pire que d'entendre le chirurgien de Kobané, par exemple, qui parle un très bon français, qui me racontait comment les djihadistes avaient d'abord commencé à détruire l'hôpital et que lui était obligé d'opérer, ils n'étaient que 3, il y avait 2 autres avec lui dans les caves. Imaginez des blessures de guerre dans les caves et par milliers. Il me disait des fois, j'avais 50, 60, 70 blessés par jour. Les morts, ils étaient morts, mais les blessés, c'était épouvantable. Et tous les jours, l'état-major m'appelait pour me demander de venir traduire les messages des djihadistes qui parlaient français. Voilà. Et tous les jours, moi qui suis francophone, il disait, je devais à l'état-major, j'entendais à la radio disant, voilà, les djihadistes disent, parce qu'ils utilisaient le français comme code, parce qu'ils étaient tous tunisiens, français, marocains, mais énormément de français. Il entendait les accents de banlieue, etc., qui disaient, voilà, on attaque ici, on a tué tant de femmes, de trucs, voilà. Et il me disait en très bon français, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de Français qui nous combattent, et avec les méthodes des djihadistes, hein, c'est-à-dire, ils ne font pas la guerre, ils font l'extermination, et de Français de notre côté, on ne les compte même pas sur le doigt des 2 mains. Comment tu expliques ça? Moi, je dis, je n'ai pas beaucoup d'explications, très honnêtement. Mais c'est sûr que le mal fascine et le bien rebute. Et que l'autorisation de tout faire que les djihadistes ont, depuis sur les femmes, le viol, le vol, enfin c'est épouvantable ce qu'ils font, bah, c'est peut-être plus facilement que de se tenir, de s'empêcher, de s'obliger comme le font les Kurdes. Ils ne torturent pas leurs prisonniers, ils ne tuent pas leurs prisonniers, ils ont aboli la peine de mort, enfin un tas de trucs. Ça, c'est s'obliger et s'empêcher en permanence. Bon, les autres, c'est illimité. Eh bien, ça fascine un peu plus. Et donc, l'islam djihadiste, il ne faut pas hésiter à dire que c'est une épouvante. C'est comme ça. Et l'islam des Kurdes, c'est un truc formidable. Voilà. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de dire les choses, de nommer les choses aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de fascination pour cet islam dans les banlieues. Voilà. Trop de gens qui partent là-bas du côté des islamistes et pas du côté des Kurdes. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire où les mecs ne sont pas du côté de la liberté, mais du côté de l'oppression? Il ne faut pas hésiter à le dire. Voilà. C'est comme ça. Il faut être du côté des Kurdes. Vous les connaissez depuis quand, les Kurdes de C'est Syrie? comme ça. Depuis 2012, et les Kurdes d'Irak depuis 1991, après la première guerre du Golfe, c'est eux qui m'avaient demandé d'aller faire ce qu'on pouvait faire pour aider les Kurdes de Syrie, qui sont un mouvement révolutionnaire, réel, parce qu'ils n'avaient pas seulement l'idée au départ de se libérer de l'oppression de Bachar el-Assad, dont il ne faut jamais oublier qu'il est un immense tyran, mais ils avaient aussi la volonté de modifier, de changer leur société, de l'améliorer. Par exemple, pour le statut des femmes. C'est le seul endroit du Moyen-Orient où il y avait des mouvements politiques, kurdes donc, progressistes, de gauche, qui décidaient que s'ils libéraient leur pays, ils libéraient en même temps leurs femmes. C'est-à-dire que l'égalité homme-femme, ils n'allaient pas en faire un truc sur le papier et puis on verra plus tard. Ce serait immédiatement exécuté. Et je les ai vus faire. Je peux vous dire que ça a été... l'égalité homme-femme, elle a été, dès qu'ils ont promulgué leur constitution et leur parlement, leur gouvernement, etc., la parité était instituée. Le parlement kurde comporte, ils sont très, des fois, dans des débats, ils rigolent, ils se foutent de nous parce qu'ils disent le pourcentage de femmes, c'est en Suède, dans le parlement qu'il y en a le plus, je crois que c'est 37-38%, et eux sont 46%. Voilà. Voilà. Ils ont dit on n'a pas encore réussi à faire 50-50, mais on va pas s'obliger non plus à des bêtises, mais voilà, le parlement kurde, c'est là où il y a le plus de femmes. Tous
tout ce qui est l'équivalent de nos préfectures. C'est un homme, une femme, ainsi de suite. Tous les partis, c'est comme ça. C'est un truc assez formidable. Donc, ils n'ont pas, comment dire, rigolé avec ça. Pour eux, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a tant de femmes qui combattent, parce qu'ils ont un projet de société. Voilà. Et puis, il faut voir en économie, tout ça. Alors, moi, des fois, je leur dis, bon, l'autogestion, les machins, faites. Vous êtes dans l'expérience, dans l'état de grâce, ça a l'air de fonctionner, faites. Hein. Allez-y. Faites attention d'aller doucement, parce que les sociétés sont lourdes à changer. Voilà. Donc, ils n'y vont quand même pas trop brutalement du tout. Il y a un foisonnement, je dirais, quasi tropical, d'ailleurs, d'associations, de machins. Chaque fois que j'y vais, je ne me reconnais plus. Chacun crée son association, sa feuille de chou. C'est un truc incroyable, hein, ce qui se passe là-bas. C'est assez génial. Il faut leur souhaiter de réussir. Mais encore ce matin, il y a des gens qui ne veulent pas qu'ils réussissent. Les Turcs et les islamistes. Et heureusement que la coalition, ce qu'on appelle la coalition internationale, les appuie d'un point de vue aérien, parce qu'ils sont en telle infériorité numérique et militaire. Eux, ils n'ont pas d'artillerie, ils n'ont pas de blindés, ce que les djihadistes ont depuis la prise de Mossoul en été 2014. Donc, heureusement qu'il y a ça pour les aider. Donc, de notre côté, on fait quand même 2-3 choses, et la France aussi positive, pas assez. Mais il y a des gens qui ont programmé, vous savez, pour les Turcs, vu ce qu'ils ont fait ce matin à Tel Abyad, c'est pas encore dans la presse, mais j'étais avec les Kurdes ce matin, vraiment, les Turcs, l'État turc a commis un génocide contre les Arméniens il y a un siècle. Et les Kurdes sont en train de se dire qu'il n'y a pas que les djihadistes qui veulent les exterminer, mais que les Turcs, peut-être, si jamais l'extermination un siècle plus tard des Kurdes pouvait se faire, ce serait peut-être pas un mal. Je ne parle pas des Turcs en général, mais du gouvernement d'Erdogan, évidemment. Il faut quand même séparer. En tout cas, il frappe très fort. Il frappe très fort, très fort. Il tue les gens dans les caves, etc. C'est assez épouvantable ce que l'armée turque fait en ce moment. Quand je dis que je veux séparer un peu Erdogan, son gouvernement et l'armée du peuple turc, il faut le faire quand même parce que tous les Turcs ne voteraient pas demain matin pour l'extermination des Kurdes. Mais il suffit d'un gouvernement et d'une armée pour faire un génocide. Hein. Bon. En tout cas, je pense que vu ce que font les Turcs depuis quelques mois contre les Kurdes de Turquie et ce qu'ils ont fait contre les Kurdes de Syrie, et ce matin encore à Tel Abyad, il ne faut pas hésiter à nommer encore les choses, mais Erdogan, son gouvernement, une programmation une sorte d'équivalent de l'extermination des Kurdes, ça, je crois que ça ne les gênerait pas. Ils ne pensent pas comme nous. Il n'est pas très tendre vis-à-vis de son propre peuple non plus. Comment ? Il n'est pas très tendre vis-à-vis de son... Non, c'est quand même pas un modèle de démocratie, Erdogan. C'est comme ça. Hein. Mais entre un tyran et un génocidaire, il y a encore une étape. Voilà. Et depuis quelques mois, l'étape, il commence à la franchir. Et je vous assure d'une chose, ils ne pensent pas comme nous. Nous, on baigne quand même dans la démocratie. Il y a des choses qu'on s'interdit de penser, de faire. C'est un gain civilisationnel qu'on a. Chez Erdogan, il n'y est pas. Chez les djihadistes, il n'y est pas. Et chez les Kurdes, il y est revenu. Et il y a un truc formidable avec les Kurdes aussi, c'est qu'ils sont d'abord de grands admirateurs de la culture française. Le siècle des Lumières, la Révolution, ça parle, ça dit des choses. Ils demandent à ce que tout cela revienne chez eux. C'est un truc assez formidable. Et en plus, ce n'est pas un peuple antisémite. Au Moyen-Orient, c'est appréciable. Franchement, je vous assure, bon, c'est appréciable. Donc, le projet de société que portent les Kurdes de Syrie, c'est quelque chose qui, à mes yeux, mérite d'être défendu parce que c'est un progrès. Voilà. Et que quand vous êtes dans des rues au Kurdistan syrien, ils commémorent sans arrêt quelque chose. Il y a toujours un truc, d'abord leurs combattants, la libération de Kobané, les milliers de morts et de blessés qu'ils ont eus, bon, etc. Et quand on voit la liesse populaire qu'il y a dans les rues, des petites villes, de rien du tout, dont les noms ne disent rien à personne, de la jeunesse surtout, des jeunes, parce qu'ils vivent libres, ils se gouvernent eux-mêmes et puis qu'ils modifient leur société dans un sens qui pour eux leur paraît être un progrès. La religion à sa place, le code civil à la sienne, les femmes dans toutes les institutions, la culture et l'école au centre du progrès humain, le respect des minorités qui est total. C'est un truc... Les Arabes, il y a 3 ans, craignaient au Kurdistan, il y a une petite minorité de 15-20%, craignaient vraiment d'être les premières victimes de la libération des Kurdes, vu ce qu'ils avaient fait aux Kurdes. Bon. Et ça n'a pas été le cas.
Et ils ont été, les Kurdes, de ce côté-là, intégrer les musulmans au gouvernement et à la place qu'ils méritent, etc. Ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2016, il n'y a pas eu de guerre civile au Kurdistan libéré. Ça vit en paix. Les combats sont terribles sur toutes les frontières du Kurdistan. C'est quand même 3 fois la surface de la France, du Liban. C'est pas un petit pays, il y a 4 millions d'habitants. Ça se bat sur toutes les frontières contre les djihadistes qui veulent vraiment les exterminer. Mais à l'intérieur, ça vit en paix. Entre chrétiens, musulmans, kurdes, puis toutes les minorités, il y a des tchétchènes, il y a tout ce qu'on veut. C'est un résultat extrêmement positif que jamais on ne met en avant. On n'en parle pas. Voilà. Alors des fois, on leur reproche de ne pas mettre toute leur force dans la bataille contre Bachar al-Assad. Ils disent, oui, Bachar al-Assad, il est loin. Entre Bachar al-Assad et nous, il y a tous les djihadistes. Et c'est les djihadistes qui nous attaquent. Et nous, on ne peut pas mener 2 fronts en même temps. Donc, on se bat contre ceux qui nous attaquent. Et ensuite, on hiérarchise les ennemis. Et ils ont raison à mes yeux. Il y a d'abord les djihadistes et ensuite il y a Bachar al-Assad. Et personne ne peut dire que Bachar al-Assad est un ami. Personne, vu ce qu'il a fait aux Kurdes. Mais il vient en 2e rang de dangerosité. C'est comme ça. Les Kurdes, ils sont pragmatiques parce qu'ils jouent leur existence. Ils ne jouent pas simplement on gagne, on perd la guerre. Quand on voit la frontière turque sur les centaines de kilomètres qui est fermée par un barrage, parce que c'est qu'un mur de... Personne n'en parle de ces trucs-là. Voilà. Mais sur les centaines de kilomètres, c'est impressionnant parce que c'est dans une plaine et ça se voit comme ça. Et la nuit, vous avez un grillage qui fait à peu près 5 mètres de haut, 4 rangées de rouleaux de fil de fer barbelés dedans, des mines, des miradors à peu près les 500 mètres et un poste militaire avec des tanks tous les kilomètres. Infranchissable. Et les villages sont devant. Et comme disent les Kurdes, là-bas, ils veulent nous exterminer. Si nos troupes reculent, tout notre peuple, nos femmes, nos enfants sont dans les barbelés, ils ne peuvent même pas rentrer en Turquie, se réfugier. Ils ne peuvent pas. C'est fermé. Tout le monde est massacré dans les barbelés. Et nous massacrerons tous, comme ils ont voulu faire avec les Yézidis. Donc nous, ce n'est pas une guerre pour être vainqueur qu'on fait, c'est une guerre pour exister. Et ça, il faut que nous, on le comprenne. Donc Bachar al-Assad, qui est à 800 km de ça, c'est un autre problème, quoi. Moi, quand je vois des journalistes qui reprochent aux Kurdes de ne pas attaquer Bachar al-Assad, je dis, mais vous voulez les tuer ou quoi? C'est un non-sens. Et on dira toujours, comme j'ai dit au début, Bachar al-Assad est un grand criminel. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème, ni de Bachar, ni des Kurdes, ni des djihadistes. Voilà. Pour l'instant, les djihadistes, ils sont là en première ligne, et les Turcs, ils sont de l'autre côté. Et ce matin même, dans une ville qui s'appelle Tel Abyad, que les Kurdes avaient libérée il y a 4-5 mois, j'étais à ce moment-là, eh bien, les djihadistes sont passés par la Turquie, et ce matin, plusieurs bataillons, plusieurs milliers donc, de djihadistes, les Turcs les ont laissés passer, et ils se battent dans la ville de Tel Abyad en ce moment même, à l'hôpital, etc., alors que les Kurdes ne s'attendaient pas à ce que les Turcs les reprennent encore en traître en laissant passer des bataillons entiers de djihadistes. Voilà où est le vrai danger pour ces gens-là. Bon, j'ai peut-être trop parlé des Kurdes, pardonnez-moi, mais... non, c'est brûlant, c'est contemporain. C'est d'aujourd'hui, c'est de maintenant, c'est de ce matin, ça nous concerne tous. Et puis, il faut défendre ses amis, et moi j'aime beaucoup les Kurdes, donc voilà. Est-ce que vous voyez un parallèle entre l'engagement que vous avez actuellement auprès des Kurdes de Syrie et celui que vous avez eu auprès des Afghans? Oui, alors, il y a un parallèle, c'est celui il faut défendre la liberté, il faut défendre les gens qui veulent du progrès. Voilà. Et quand j'étais avec le commandant Mohamed Amin Wardak, avec qui j'étais encore ce matin, il a perdu. Voilà. Ce sont les djihadistes de là-bas qui ont gagné, et pas cette frange des musulmans qui a donc 35 ans à peu près, enfin 1980, c'est un peu plus loin même, étaient des gens qui étaient des gens, et que moi je respecte, hein, je ne suis pas musulman mais je les respecte totalement, qui étaient des gens très religieux, mais très ouverts, et en tout cas qui voulaient faire entrer leur religion dans la modernité. Voilà. Et qui en Afghanistan, c'était encore pire qu'au Kurdistan pour la place des femmes. Hein. Je peux vous dire que c'était encore plus éloigné, avait cette idée que tranquillement, progressivement, les femmes, il fallait qu'elles aillent à l'école, qu'elles s'émancipent, tranquillement, parce qu'on ne peut pas violer une société en 5 minutes. Mais c'était ça le chemin, c'était ça le bon chemin. Et c'était des gens qui étaient profondément à la fois religieux, profondément patriotes, ils aimaient leur pays, leur culture, mais il y avait cette idée qu'il faut entrer dans la modernité, la bonne modernité. Ils ont été laminés par les djihadistes, on appelle ça les talibans là-bas, et maintenant c'est Daesh qui arrive. Ils ont été laminés, massacrés, tués les uns après les autres, avec la complicité totale, disons les choses, de l'Arabie saoudite, qui a tout fait pour que cet islam-là disparaisse au profit du wahhabisme et tout ça, et la complicité ensuite stupide des Américains, qui pensaient qu'en s'alliant avec les Saoudiens, c'était le meilleur moyen de jeter les Russes dehors. Voilà.
Bien sûr qu'il y a donc pour moi un parallèle entre ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui se passe en Syrie. Je ne voudrais pas qu'il se passe au Kurdistan syrien ce qui s'est passé en Afghanistan. C'est qu'au fond, la part la plus obscurantiste, la plus violente, la plus méchante de l'islam gagne contre sa part éclairée, qui est toute petite malheureusement, mais grande chez les Kurdes. Voilà pourquoi il y a un vrai parallèle. Et ça nous concerne tous, parce que les modèles qu'on donne aux musulmans de France, c'est quoi? Ça sera le modèle des wahhabites djihadistes, qui dominent largement en ce moment, ou le modèle des Kurdes, qui sont des musulmans sunnites. Voilà où est l'enjeu aussi pour nous. Je peux vous lancer aussi sur d'autres. Il y a des questions peut-être. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. On ne s'est pas vu depuis à peu près 50 ans. Hein, oui. Michel, comment alors que je... Ah oh là là, oui. Oui, ça fait très longtemps, mais il ne faut pas dire nos âges là. Par contre, je suis quand même inquiet que tu ne parles pas de ce que tu appelais quand même le Kurdistan, hein, donc la partie irakienne. Parce que l'Irak a eu un président kurde. Il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. La partie irakienne, en 2 mots, elle a été ce que sont les Kurdes de Syrie il y a 20 ans, 25 ans, 1991, 12, 13, la fin de la première guerre du Golfe. Et puis après, il y a un phénomène humain classique. Une fois l'autonomie atteinte par les pères, les fils, ils sont rentrés dans l'ère consumériste. Et je suis très triste quand je suis à Erbil, par exemple, de voir dans les cafés la jeunesse qui a hérité de la liberté conquise par les pères, jouer aux jeux vidéo, fumer le narguilé, boire des cafés. Et quand je vais sur le front irakien même, en face d'Irbil, Mossoul, Kirkouk, de voir leurs pères dans les tranchées, ils ont 60 ans, et c'est les seuls qui ont accepté de retourner au combat pour préserver la liberté qu'ils n'avaient pas il y a 25 ans, qu'ils ont gagné, qu'ils ne veulent pas voir reperdre, et qui n'arrivent pas à faire venir leur fils. Franchement, et Julia y était, sur les fronts, dans les tranchées, on voit des gars de 50, 60 ans à 80%. Et dans les cafés, à 20 km de là, Erbil, c'est les jeunes. Et quand aux jeunes, je leur dis, mais c'est vos pères qui sont là-bas. Pourquoi? Et vous jouez. Enfin, ils se démerdent. Nous, c'est pas notre problème. Je dis, mais c'est votre problème. Je veux dire, ça les intéresse pas. Eh ben, c'est les mêmes problèmes que de cette jeune génération qui est consumériste. Moi, ça m'attriste beaucoup, parce que quand on parle à un jeune Kurde d'Irak, j'ai l'impression de parler à un vieux monsieur qui n'a qu'une ambition, c'est de faire se bouffer au maximum, avoir du bide, une belle maison, et que sa ville ressemble à Dubaï. Alors que quand je suis avec le même jeune, même âge, je veux dire, en Syrie, un Yapagé, dans un bataillon, lui, il ne pense qu'à une chose, c'est libérer son pays, le construire. Pour rien au monde, il le quitterait. Et que la liberté, pour lui, ça a un sens, parce qu'avant, il ne l'avait pas. Il y a 3 ans, il vivait sous le joug de Bachar el-Assad. Il n'avait même pas de papier d'identité. Donc voilà, vous savez, la nature humaine, c'est comme ça. Donc le Kurdistan réuni, c'est une utopie. Pour l'instant, oui, parce que de toute façon, ils ont évolué différemment. Ça ne serait pas accepté internationalement. Et tous disent, si on a l'autonomie dans les pays où on est, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez beaucoup parlé des femmes et de l'enjeu autour des femmes? Est-ce que vous avez suivi ces derniers jours la polémique autour de Kamel Daoud, Oui, j'ai qui suivi expliquait ça. à quel point il était difficile de faire exister les femmes dans certaines sociétés? Ouais. Kamel Daoud est algérien. Il n'est pas français. C'est un type formidable. Parce qu'il a dit des vérités sur l'islam. Il a eu une fatwa en Algérie terrible. Et des universitaires français lui ont foutu en quelque sorte une deuxième fatwa. Vous partagez ce qu'il dit? Oui, c'est un mec très bien. Et d'un courage incroyable. Quand vous êtes algérien, arabe, que vous vivez en Algérie, que vous dites des choses comme il dit, qui sont des vérités, il nomme des choses. Il faut un sacré courage, parce qu'il peut ne pas vivre très longtemps. Il a une fatwa sur le dos, il peut être tué à tout instant. Et quand il a parlé de ce qui s'est passé à Cologne ou ailleurs, il a dit des choses vraies. C'est comme ça. C'est comme ça. Et au lieu de lui, comment dirais-je, de l'affronter par des arguments, pourquoi tous ces gens-là ont-ils fait vraiment ils avaient qu'à s'exprimer individuellement pour dire, voilà, on n'est pas d'accord avec Kamel Daoud, il y a un débat, pourquoi pas, bien entendu. On peut ne pas être d'accord avec Kamel Daoud. Mais le faire en commun, en meute, dans un journal comme Le Monde, donc, qui fait référence, c'est une autre fatwa sur son dos. Ça conforte
les islamistes là-bas qu'il faut tuer Kamel Daoud. Parce que l'histoire pour Kamel Daoud, c'est pas il a tort ou il a raison, il est comme pour les Kurdes. Ils vont le tuer parce qu'ils n'en est pas d'accord avec lui. Voilà. Donc mon problème, que ce soit lui ou que ce soit Boualem Sansal, par exemple, d'abord, il faut saluer leur courage. Ensuite, on peut ne pas être d'accord avec eux. On peut être d'accord avec eux sur certains points et pas d'autres. Dans un débat démocratique, c'est normal. Ils acceptent le débat en permanence. Mais eux, quand on débat avec eux, moi, quand je débat avec eux, je ne risque pas du tout ma vie. Eux, ils risquent leur vie en disant des choses. Mais ils la risquent vraiment. Si demain, vous apprenez que l'un et l'autre ont été assassinés, vous ne devez avoir aucun étonnement. Quand ils parlent, ils savent qu'ils jouent absolument leur vie. Et c'est pour ça que la question, ce n'est pas de savoir si on est d'accord avec eux ou pas. C'est de débattre vraiment avec eux et pas leur foutre une fatwa supplémentaire sur le dos. Là, il y a des gens en Algérie en ce moment qui disent on avait bien raison. Une fatwa pour Kamel, une fatwa pour le tuer. Bon. Là, des gens qui disent ils ont bien raison, même des universitaires français sont d'accord avec nous. C'est ça l'enjeu. Moi, j'aurais préféré que chacun des signataires de cette ne chasse pas en meute contre lui, tout seul, et un par un disent voilà, je ne suis pas d'accord avec Kamel et voici mes arguments. Voilà. Plutôt que de faire ça, c'est pas très bien. C'est la forme qui est vraiment pas bien. Parce qu'il le tue, en réalité. Voilà. Et ce qu'il a dit d'ailleurs, moi j'ai lu son papier, c'est pondéré, c'est pas... voilà, c'est pas... maintenant, on voudrait nous le faire passer pour un je sais pas moi, un lépéniste, j'en sais rien, mais ça y est, maintenant, critiquer à peine un peu l'islam, surtout s'ils sont musulmans, c'est interdit. Ça devient, ça va pas, du tout. Et quelque part, il répond peut-être un peu aux 4 vertus que vous développez parfois. Oui, mais Kamel Daoud, que je connais très le peu, non-conformisme. mais un petit peu. D'abord, c'est un mec honorable et très bien. On peut ne pas être d'accord, et je ne suis pas d'accord à 100% sur tout ce qu'il dit, mais globalement, il a raison. Mais il le déteste, vous savez. Plus qu'un intellectuel français, je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui préfèrent tuer Kamel Daoud que Marine Le Pen. Parce que pour eux, c'est un traître, c'est un renégat. Ils devraient être de leur côté. C'est d'un courage extrême de pouvoir parler et dire les choses. Et bien sûr que... Mais ce sont des gens, lui et quelques autres, très minoritaires dans l'islam, mais qui sont portés par la volonté de défendre... ce qu'on peut encore appeler la liberté d'opinion, le statut des femmes, voilà. C'est quelqu'un, quand il y a eu les affaires de Cologne, que ça a blessé, que des Algériens aient pu agresser sexuellement des femmes allemandes. Ça l'a blessé. Parce qu'il n'a pas envie que les femmes de son pays, parce qu'il est aussi très patriote, se comportent comme ça. Des hommes qui se comportent comme ça. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Jamais on ne parlera assez des frustrations sexuelles des islamistes dans le moteur de leur violence. On ne peut pas savoir les frustrations que ça engendre. Et les prisonniers, pour eux, le paradis, c'est un bordel. C'est un bordel. 78 vierges m'attendent, voilà, et je dois tuer pour ça. Mais parler avec des prisonniers, c'est un truc de fou furieux, de malade, franchement. Et les Kurdes, par exemple, ne prônent pas la libération sexuelle de mai 68, hein. Ils prônent simplement une égalité homme-femme naturelle. Mais c'est déjà trop, pensez donc. Vous savez, ce que les djihadistes ont voulu faire aux yézidis en été 2014, qui était vraiment les exterminer. Parce qu'eux, ils ont un listing très précis de qui il faut exterminer dans l'ordre. Et les yézidis, adorateurs du diable, c'est les premiers. Après, il y a les chrétiens, il y a les chiites, il y a tout ça. Vous savez, il faut le dire aussi, vous avez des gens, des mouvements politiques d'ailleurs, c'est un mouvement politique, qui prônent l'extermination des autres. Hein. C'est écrit. Des autres. Et puis ils l'écrivent. Hein. Même sur Internet, vous pouvez le trouver en français maintenant. Alors, il ne faut quand même pas fermer les yeux et dire non, tout ça, c'est pas vrai, c'est exagéré, etc. Mais non, c'est écrit. Il ne faut pas faire comme certains intellectuels dans les années 30 qui lisaient Mein Kampf et qui disaient non, c'est de la connerie, tout ça, il n'y a pas des gens qui veulent faire ça. Non, il y a des gens qui écrivent ce qu'ils veulent faire et qui en sont fiers. Aujourd'hui, nous avons ce nouveau problème avec ces gens-là. Et les premiers à les craindre, ce sont les musulmans du Moyen-Orient. C'est vraiment tout ce qui est les musulmans, notamment soufis. Qu'est-ce qu'ils souffrent? Les djihadistes, les sunnites, les alévis, n'en parlons même pas. Les chiites aussi. C'est les musulmans qui souffrent en premier et les chrétiens en deuxième, proportionnellement. Enfin, tous pareils, mais en volume de personnes,
C'est ça. Quand vous avez des rues entières de chrétiens crucifiés par les djihadistes parce qu'ils sont chrétiens, il faut quand même ouvrir les yeux et dire voilà ce qu'ils font. Et pas arrêter de dire non, 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 c'est pas au nom de l'islam qu'ils le font. C'est comme ça. Il y a aussi une grande méconnaissance qu'on a de pratiques alternatives, entre guillemets, de l'islam, à travers les yézidis. Ben oui, l'islam, c'est un truc. Les soufis, c'est une philosophie assez. L'islam, c'est quelque chose qui n'est pas. C'est comme les chrétiens, c'est pas monolithique, il n'y a pas un islam. Bon. Mais sans poursuivre seulement que dans cette voie-là, pour finir avec Kamel Daoud, oui, j'ai envie de le redire. Je trouve que chasser en meute, quand on est des intellectuels français dans le monde, un type isolé qui est algérien parce qu'il a dit son opinion, ça se fait pas. Quoi. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. J'avais 2 questions à poser ou 2 pensées. Moi, je connais bien le problème kurde. La première, c'est qu'effectivement, ne pensez-vous pas qu'il y a une difficulté au sein de la société française ou de la société occidentale en général, à travers les médias, même les hommes politiques, au nom de la laïcité, de nommer les choses et de dire donc ouvertement ce qui ne va pas dans cet islam intégriste. On l'a vu, je termine ma première question, on l'a vu aux avant-postes dans les banlieues, on le savait, donc on a l'impression que ça nous est tombé dessus, c'est pas vrai. On a très bien vu cet islam intégrisme donc ronger pratiquement toutes les sphères de la société. Et moi, je crois qu'il y a une très... Au début, j'appelais ça de l'angélisme. Maintenant, j'appelle ça de la grande lâcheté. Ça, c'est ma première question. On va répondre à la première d'abord. Oui, je vous en prie. Oui, comme quoi on parle d'aventure, d'esprit d'aventure, de voyage, on vire sur la politique, mais c'est vrai que ça nous concerne beaucoup. Il faudrait, dans les banlieues, beaucoup écouter les femmes qui ne sont pas voilées. On ne veut jamais parler d'elles, on veut parler que des femmes voilées pour comprendre, en fait, que les médias jouent un drôle de rôle qui est déformant. Voilà. Moi, depuis des années, et Dieu sait, c'est parce que je suis proche des musulmans, des Afghans, des Kurdes. Vous savez, en Seine-Saint-Denis, dans l'université Paris 8, il y a des étudiantes kurdes, qui ont fait une association des étudiantes kurdes de Paris 8, en Seine-Saint-Denis, qui m'appellent à l'aide régulièrement pour aller là-bas, pour dire, nous, on ne veut pas être voilés, nous, on est les Kurdes, on voudrait défendre l'égalité homme-femme, mais ici, on ne peut pas. Il y en a la pression des étudiants musulmans, mais qui est d'une puissance, c'est pas comme ça qu'on fait, et voilà. Et faut vous dire, et quand on veut parler de nous, personne ne veut nous écouter. Personne. Par contre, la première femme voilée à qui on dirait il ne faut pas faire ceci, alors là, toute la presse s'en empare. Et je suis encore allé, c'était quand je voulais un mois ou 2. Je me suis dit, mais on a, je ne sais pas quoi jouent les médias, effectivement, mais il n'y a que des voix monolithiques qui vont dans un sens, oui, c'est vrai. Et les appels à l'aide des femmes qui voudraient bien être, alors que ce sont, dans le cas précis des étudiantes kurdes de Paris 8, qui sont certaines sont déjà françaises, d'autres sont des réfugiés de 5, 6, 8, 10 ans. Et toutes veulent être absolument dans la société française, comme on dit aujourd'hui, intégrées. Voilà. Et qui admirent, et qui sont venus en France parce qu'ils admiraient le fait qu'il y ait une démocratie, qu'il y avait l'égalité homme-femme, etc. Alors vous avez des filles qui viennent en France en se disant ici on va pouvoir être des femmes, libres, normales, et on veut nous voiler de force, là où on se trouve. Et quand on dit on ne veut pas, on nous dit fermez vos gueules parce que vous n'avez pas le droit de dire ça. Et voilà, donc on est effectivement dans un problème absolument invraisemblable. Mais on est au moment où il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut les nommer, et en les nommant, on pourra mieux les combattre. Oui, madame ? Je vous remercie. Je voulais vous poser, je suis actuellement en train d'écrire un article sur l'islamisme. Vous êtes journaliste ? Non. Je suis dans la recherche, j'ai déjà écrit des livres et j'écris des articles de géopolitique. Bon, j'ai abordé l'islam en fin de compte. Je ne voulais pas, étant moi-même sensible sur cette question, je ne voulais pas l'aborder, mais je me suis lancée. Et là, j'ai un problème d'ordre philosophique qui se pose à moi. Et parce que je suis pour la non-violence. Et actuellement, je suis confrontée à un problème parce que vous savez, le terrorisme, c'est finalement l'arme des faibles. Et on a eu tous les problèmes de torture dans les prisons et tout ça.
Alors, vous savez, les discussions qu'il y a eu entre Sartre et Camus. Alors, j'ai tendance à donner raison à Camus, puisque je suis pour la non-violence, mais quand je suis en face de Daesh, par ailleurs, je dis qu'il faut arrêter. Vous avez un cas de conscience plutôt qu'un problème philosophique. Oui, c'est ça. Et là, ni l'un ni l'autre n'ont donné une réponse. La réponse de Sartre n'est pas acceptable, puisqu'il justifie la violence du faible, disons que c'est une réponse à la violence. Mais Camus, moi je suis plutôt pro-Camus, puisque je suis un peu pour... je pense que si on ne sort pas du domaine de la violence, on retombe à zéro. Alors comment vous allez me... Je vais vous répondre à titre vraiment personnel, sans que ça ait valeur collective. Mais l'expérience de vie vous permettrait de mieux décider. Les expériences de vie que moi j'ai pu avoir, c'est des gens qui égorgent d'autres gens avec une jouissance extrême et recommencent, et recommencent, et recommencent. Ces gens-là, pour moi, il faut les empêcher de recommencer. Et donc, je justifie à titre personnel la violence pour empêcher ces gens-là d'exister. J'aurais l'âge que j'ai, ou plus jeune, en 1940, ou en 1936, j'aurais été dans les brigades internationales, j'en suis sûr, et en 1940, j'aurais été dans la résistance, j'en suis sûr. Et donc, j'aurais accepté la violence. Parce qu'il y a des choses, quand on les a vues, qu'on ne peut pas accepter. Et si vous êtes à ce moment-là dire « non, je suis un non-violent, je ne fais rien », c'est franchement de la lâcheté pour celui qui après est attrapé qu'on va égorger. Et vous avez le devoir, à mes yeux, c'est ma réponse, vous avez le devoir d'essayer d'empêcher que celui qui exprime sa violence continuellement continue à le faire. Voilà. Mais moi, c'est parce que peut-être j'ai vu des gens démembrés, égorgés, crucifiés, que je pense comme ça. Non, mais je pense que si vous le voyez physiquement vous-même, je pense que votre problème ne serait pas tout à fait le même. Non, la question n'est pas là. C'est que je pense au niveau global, mondial. Je n'ai pas de solution. Non, mais parce que pour moi, les armements et tout ça, on est dans un cycle où on accepte la vente des armements et tout ça qui entretient la guerre. On est dans une question tellement large. Ah non, mais moi, c'est et la un question débat, est là. Mais si on commence là, on est là encore demain matin. Oui, et c'est pour ça que je ne veux pas y rentrer. Je ne veux pas y rentrer parce que c'est un autre débat. Tant qu'on n'a pas répondu, on ne peut pas résoudre le problème. C'est un autre débat que celui qui nous occupe là, d'une telle vastitude qu'on ne va pas trancher tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous réponds à titre personnel. Ça, je peux le faire, ça me prend 2 minutes. Le reste... Oui, bonjour. Moi, je suis désolée, je vais changer un peu de terrain. Parce revenir au terrain initial. Voilà, c'est bien, merci. En fait, je lis beaucoup Kessel et aussi vos livres. Et il y a une phrase de Kessel qui m'a beaucoup marquée où il disait qu'en fait, s'il avait dû choisir entre sa vie d'aventurier et sa vie d'écrivain, sans aucun doute, il aurait choisi sa vie d'aventurier. Et je voulais savoir, vous, quelle était votre position par rapport à ça. Je aime bien cette phrase, mais je pense que ce n'est pas inconciliable, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il faut choisir, en fait. Aujourd'hui, j'écris un livre où je pars à l'aventure. Et en fait, ce choix est permanent, mais pouvoir le faire tout le temps, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, finalement, on arrive à répondre à la question finale qui est on n'a pas eu à choisir, quoi. Et comment est-ce que vous faites, vous, alors, pour faire un coup l'un, un coup l'autre? Parce que là-dedans, niveau budget et argent, c'est quand même... c'est un vrai point. D'abord, il faut avoir décidé dès l'origine d'être sobre. C'est important. Moi, je suis assez ascétique. Je m'achète jamais de vêtements, j'ai pas de bagnole, pas de maison, je m'en fous de tout ça. Ma femme s'occupe des 3-4 bricoles qu'il faut. Et à partir de là, vos moyens sont assurés, car vous n'avez rien à perdre. Donc vous pouvez toujours prendre des risques. Et vous pouvez toujours donc faire le choix de mettre dans la balance tout ce qui vous paraît important. Alors que si une part de votre énergie a consisté finalement à accumuler des biens matériels, quand vous les avez, vous craignez de les perdre, et par conséquent, ayant à perdre, vous ne tentez plus rien. Un des secrets de la jeunesse, c'est de posséder le moins de choses possible. Un des secrets du bonheur, vous savez, il y a une phrase de Platon géniale dans un de ses dialogues sur Socrate. Socrate entre dans un magasin de l'époque, il regarde tout cela et il dit « Dieu, que de choses dont je n'ai pas besoin. » C'est une des phrases de Socrate les plus formidables que je connaisse. Déjà à l'époque, les problèmes du consumérisme existaient et il théorisait que posséder des biens matériels, ce n'était pas
C'était une quête qui ne pouvait absolument pas mener au bonheur. Donc, à partir du moment où on est dans cette voie-là, il est beaucoup plus facile de répondre au choix aventure, parce en fait, il ne faut jamais rien avoir à perdre. Il faut être comme les Kurdes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces périodes où vous vous enfermez dans votre maison corse et que vous écrivez Oui, alors moi j'adore ça parce qu'encore une fois, le voyage et l'aventure, c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je peux vivre des aventures intellectuelles formidables entre quatre murs à écrire un livre, un roman. Voilà, je voyage autrement, je vis une aventure autre. Et puis la création, c'est un truc formidable. Créer, d'ailleurs, toute aventure pure, réelle, physique, doit être tentée comme un petit chef-d'œuvre d'action. Voilà. Et un livre, c'est aussi une création. Tout est création, si on veut, à un moment donné. Et les livres, moi, donc, j'ai pas du tout. En fait, je suis très contemplatif en plus. J'adore être sur la mer et rester pendant des semaines à regarder la mer. Il y a un petit village qui s'appelle Pankarac, celui de mon père, près de Corté. Voilà. Ma mère est de Bastia, mais donc je suis du nord, des deux côtés, pour répondre à une question biographique. Mais pour le reste, franchement, je pense que si on considère, moi je suis pas du tout dans ce modèle-là, que l'aventurier, c'est le mec qui taille à la machette dans la jungle et ça s'arrête là. Pour moi, on a un modèle pas très intéressant. Un véritable aventurier, mais comme un Kessel ou quoi, sont des contemplatifs. L'action, c'est un complément au résultat d'une contemplation. On est attiré par les choses de l'esprit et l'action accompagne ces choses-là pour mieux y revenir. Mais beaucoup voyagent comme ça. Et en fait, on appelle ça se déplacer. Voilà. On se déplace beaucoup aujourd'hui. Et on voyage de moins en moins. Mais c'est comme ça. Hein. Et la vie de famille dans tout ça? Ma femme est juste là, mais on fait au mieux. D'abord, on voyage ensemble. On participe à tout. Nous sommes propriétaires de nos vies, indépendants. C'est l'avantage d'un écrivain. Il vit de ses livres, donc il est libre. Et par conséquent, on peut... des fois, je ne suis pas là du tout, puis quand je suis là, j'essaie d'être là tout le temps. Voilà. Je n'ai pas d'horaire de bureau, des choses comme ça. Donc, c'est un mode de vie qui n'a rien à voir avec le mode de vie normal. Donc il faut réinventer sa vie tous les matins. C'est ça le secret. Après la quantité de temps que vous passez avec quelqu'un, c'est moins important. Moi, j'ai une toute dernière question. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'aventure la plus extraordinaire que vous ayez vécue. Ah, putain, choisir entre ses enfants. Je ne sais pas, ce sont les engagements, je pense, ou des expériences de vie avec des gens très différents de vous, et dont il faut chercher les ressemblances derrière les différences, tout ça. Mais donc les grandes expériences, si on me demandait comme ça, là, brutalement, je dirais oui, des rencontres avec des peuples de ce genre, Pygmées, Indiens, Papous, je ne pourrais pas choisir vraiment, ou les engagements avec les Kurdes et les Afghans. Ou alors, ce qui a totalement disparu maintenant, les grandes méharées dans le Sahara oriental, quand j'étais très jeune, avec des caravanes de centaines de chameaux, où tout ça est terminé depuis longtemps, et qui sont des moments où vous êtes suspendu dans l'histoire. Vous ne savez plus dans quel siècle vous êtes, dans des paysages somptueusement beaux, préservés, propres, mais dont vous ne savez pas encore, vous êtes trop jeune, mais vous allez la découvrir plus tard, qui vont disparaître. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut finir, hein, je vous laisse... Je voulais juste vous faire rebondir sur l'idée de la frugalité, de l'austérité dont vous parliez, par rapport à la boudeuse, dans le sens où ça s'illustre assez bien, parce qu'il y a eu une première échoppe, la boudeuse, et vous avez su rebondir après la disparition de la première sans trop de... Alors, une autre petite phrase philosophique de Zénon de Citium, le créateur de l'école stoïcienne. Il y a très peu de choses qui nous sont parvenues de lui, de quelques fragments, mais il y en a un qui est formidable, que j'avais mis dans Mourir pour Kobané, où il dit « J'ai fait une heureuse navigation en faisant naufrage ». Tout simplement parce que un doxographe qui s'appelait Diogène Laërce nous rapporte que Zénon de Citium, qui était marchand, a fait naufrage devant Athènes. Il a fait naufrage. Il est arrivé à Athènes, je l'imagine déjà en train de nager arrivant à Athènes, et puis il est allé dans une librairie, puis il a lu un livre de Xénophon, qui était un des disciples de Socrate, et tac, les écailles lui sont tombées des yeux, il a eu envie de devenir philosophe, il est parti avec un cynique, et c'est comme ça qu'il est devenu philosophe. Et donc il s'est dit après, si je n'avais pas fait naufrage, je n'aurais pas découvert ma vie. Donc en fait le destin, et Dieu sait si les stoïciens ont théorisé le destin, a bien fait de me faire naufrage,
parce que c'est en faisant naufrage que j'ai fait en fait une heureuse navigation dans la vie. Et quand moi j'ai perdu mon navire, je me suis dit exactement la même chose. Beaucoup de gens me disaient, ah mon pauvre Patrice, t'as tout perdu, ton bateau. Je dis non, c'est pas grave. Là, pour le coup, être stoïcien, ça sert. On va encore mieux rebondir avec ça. Et finalement, il y a eu un bateau encore plus grand, encore plus beau et qui a fait encore plus de choses. C'est comme ça, je pense, qu'il faut appréhender la vie et les échecs. Ce ne sont jamais que des pierres sur lesquelles vous avez trébuché pour mieux rebondir. Et à ce moment-là, ben, vous avez, comme disait Marc Aurèle, créé votre citadelle intérieure qui empêche que les diverses fortunes de la vie extérieures à vous, sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise, eh bien, puissent vous détruire trop facilement. Une des forces morales des stoïciens, c'était bien celle-là. Donc, un naufrage n'est jamais qu'une étape sur le chemin de la vie et certainement pas la fin de quelque chose. Voilà, Zénon de Citium. J'ai fait une heureuse navigation en faisant naufrage. Ça, pour des temps difficiles ou moroses, c'est une phrase qui porte. Elle a été prononcée il y a près de 2400 ans. Je voulais savoir sur les... vous avez des années et des années d'aventure derrière vous. Est-ce que vous avez... Comment dire qu'est-ce que ces 40 ans d'exploration vous ont apporté? Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre un peu de dessus? maturité. Ah. Oui, je te disais. Mon vieil ami Gérard Chalian, c'est lui qui a dit cette phrase un jour, dans un de nos livres d'ailleurs, je crois. La vie, finalement, ce n'est qu'un long déniaisement vers la maturité. C'est-à-dire que comprendre le monde, pour moi, il y a 3 questions intéressantes tous les jours que je dois me poser et qui rendent la vie intéressante. C'est le monde, comment ça marche? Les autres, c'est qui? Et la vie, c'est quoi? Ça rend la vie passionnante tous les matins quand vous posez ces questions. Et le déniaisement, c'est qu'au début, vous pouvez vous dire le monde, c'est un truc génial, ça marche bien, les autres, c'est que des gens gentils, le mal n'existe pas. Et le déniaisement, c'est de voir le monde tel qu'il est, la vie telle qu'elle est, les autres tels qu'ils sont, pour à la fin comprendre finalement comment tout ça, ça fonctionne. Et si un écrivain a un rôle, et avant la dernière ligne droite, j'essaie de raconter cela à travers chaque expérience transformée en conscience, j'essaye, pas si j'y arrive, mais en tout cas j'essaye, que justement il y ait derrière des réponses à ces questions. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire. Il faut mieux fermer sa gueule et aller au cinéma. Donc, toutes ces années-là, c'est de la nourriture pour comprendre, c'est répondre à ces 3 questions. Voilà. Une question qu'on doit vous poser souvent, mais est-ce qu'il y a encore des choses à explorer dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu une énorme différence entre les raies de Papou et... D'abord, les choses changent tellement qu'il faut toujours les redécouvrir en permanence. Donc, voilà. Cela dit, il n'y a plus de terre vierge comme autrefois, de grandes terres incognitas sur les cartes. Le monde, il est beaucoup plus violent, plus désordonné, plus laid. Voilà, il y a une pire que des successions de poteaux télégraphiques dans des beaux paysages. Les constructions aujourd'hui au Moyen-Orient, chez les Kurdes aussi d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être laid. Voilà, mais bon, la pauvreté, tout ça. Donc, c'est pas terrible. Mais j'ai vraiment une vision pessimiste de tout ça et une raison extraordinairement optimiste de voir l'avenir quand on se bat pour un autre avenir. Franchement. Et les deux ne sont pas du tout inconciliables. Mais je refuse en fait de me masquer les yeux, de ne pas nommer les choses, de me laisser de faire l'autruche. Je dis mais non, voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. Non, aujourd'hui, l'exploration telle qu'on a pu l'entendre à une époque, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. Mais il y a encore des millions de choses à explorer dans un tas d'autres domaines. D'abord dans le plus petit, ça a changé d'échelle, et puis dans le monde tel qu'il est. Toute personne qui a 20 ans aujourd'hui, tout jeune qui a 20 ans aujourd'hui, de toute façon, le monde, il ne le connaît pas. Il reste un vaste territoire pour lui à découvrir. Et alors, je lui conseille évidemment, car il faut que les peuples se déplacent, bougent et se rencontrent, je veux dire, de partir en voyage, à l'aventure, intellectuellement avec l'esprit d'aventure, pour découvrir le monde, répondre aux 3 questions dont je parlais tout à l'heure, et surtout de refuser d'être un touriste. Voilà. Et pour finir avec ça, le voyage, ce n'est pas une marchandise. Il y a encore un tas de choses qu'il ne faut pas vendre ni acheter. Mais à l'époque où on nous vend, on peut acheter des amis sur Facebook et tout ça, on a proposé, hein, où on veut tout vendre et tout acheter, il faut redire qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas et le voyage en fait partie. Le voyage, ça se mérite. C'est un effort, c'est une responsabilité, c'est une découverte, ce n'est pas une marchandise.
Je voulais vous inviter à parler de deux choses. La première, la Société des explorateurs, parce que je crois que pour beaucoup de gens, ça a l'air d'une expression romantique. Mais ça l'est pas mal. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez présidé, que vous présidez Ouais. encore? Non, Non. non, non. J'étais président de la Société des explorateurs français pendant quelques années. Et moi, quand je parlais tout à l'heure, il ne faut pas posséder, hein, parce que sinon, c'est la même chose pour les titres ou les responsabilités. Il faut les prendre à un moment donné, quand on vous les donne, en faire quelque chose, et puis les redonner à quelqu'un. Parce que sinon, vous allez engraisser dans un fauteuil. Quoi. Voilà. Non, il faut surtout refuser ça sur le long terme. Il ne faut pas avoir de carte de visite. Si vous voulez rester libre et pouvoir continuer à être jeune et engagé. Quand j'ai été élu président de la Société des explorateurs français, j'étais très fier surtout d'une chose. C'est quand j'étais gamin, j'avais 20 ans, j'étais allé à la Société des explorateurs français, qui avait été présidée par Paul-Émile Victor, où il y avait le commandant Cousteau, où il y avait tous les grands explorateurs de l'époque. Il y avait des bourses, j'avais reçu une bourse. Et j'étais au 184 boulevard Saint-Germain, recevoir cette bourse pour aller chez les Pygmées au Congo, je m'en souviens, j'avais 20 ans. Et je regardais tous ces grands explorateurs qui étaient réputés, renommés, où il y avait encore de l'exploration à faire. Et voilà, c'était ça à cette époque-là. Et plus tard, en 1987, le président de l'époque m'a dit maintenant, donc 75, 87, 12 ans plus tard, tu mérites d'y rentrer. Bon, je suis rentré. 10 ans plus tard, le président de l'époque, qui était Alice Onécété, qui était ministre des Universités, dit tu mérites d'être au bureau directeur, et ainsi de suite. Et un beau jour, tu devrais être le président. Et à ce moment-là, j'ai dit, il y a un truc, je vais accepter parce que quand Paul-Émile Victor, j'avais 20 ans, je le voyais là, il ne savait pas qu'un jour je serais à sa place. Et merde, qu'est-ce que j'aurais eu envie de lui dire? Mais bon, c'est pas possible. Donc c'était pour moi un immense honneur. Et je dis, allez, 3-4 ans, puis après je céderai la place. Mais 3-4 ans, essayer de faire quelque chose, mais surtout pas rester. Parce qu'il faut céder la place à d'autres, voilà. Et qu'est-ce que fait la Société des Alors, explorateurs? c'est à une époque où l'exploration a beaucoup changé. Il y a un maximum de 300 membres. Il y a un quota comme ça pour que ça reste aussi un club. Il y a 184 boulevard Saint-Germain, tous les mois, des grands cycles de conférences par des membres de la Société des explorateurs français, avec des films dans le grand amphithéâtre de la Société de géographistes, au même endroit, où a été signé le traité du canal de Panama, des lieux historiques extraordinaires. Il y a des festivals qui sont organisés, des collections de livres, plein de choses. Et ça fonctionne aussi comme un club où les gens se réunissent régulièrement, se voient, s'échangent, s'entretiennent, plutôt que comme comment dirais-je, un centre de recherche où il y aurait des budgets, des choses comme ça pour faire tel et tel type d'opération. Les gens là les font individuellement et les présentent ensuite collectivement. Mais c'est une vieille société qui a compté avec la Société de géographie. Ils sont logés au même endroit. Tellement de grands personnages que c'est aussi un truc mythique, quoi. Je voulais vous inviter aussi à parler de la collection Point Aventure et de son origine, elle dont vous parlez un peu dans elle m'est l'aventure. évidemment très chère parce que il y a 2004, 2 ans et demi à peu près, mon éditeur au Seuil, voilà, il y avait avant La Dernière Ligne Droite qui était sorti l'année d'avant en grand format La Charteau et voulait le publier en poche, donc c'est devenu ça. Mais il me dit en même temps, ça serait bien si tu crées une collection dédiée par rapport à ce que tu dis dans Avant la dernière ligne droite, à l'esprit d'aventure. Et j'ai dit pourquoi pas. Et ce qui serait bien, c'est que cette collection rassemble des récits, Paul-Émile Victor, Banquise, Boréal, c'est formidable, des mémoires, voilà, celle de Gérard Chaliand, et puis des essais, comme par exemple Portrait de l'aventurier de Roger Stéphane, préfacé par Sartre, etc., et tout formidable. Et j'ai dit pourquoi pas. Et pour lancer la collection, je vais demander à 9 de mes amis de dire l'aventure, pourquoi faire aujourd'hui. Et ça a donné ce livre, voilà, avec Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, Jean-Claude Guilbeault, Laurent Geoffrin, Martin Hirsch, etc. Où à chacun, j'ai demandé, on est 10, vous me faites allez, le nombre de pages que vous voulez, et répondre à la question, l'aventure, pourquoi faire. Et ça a lancé la collection. Donc il y a 2 ans et demi, on en est aujourd'hui avec Joseph Roth, au 28e titre. Alors Joseph Roth, croquis de voyage, voilà, la Vienne des années d'avant-guerre, et des gens qui savaient, comme aussi Robert Walzer, publié là-dedans, et qui côtoient Olivier de Kersauzon ou d'autres,
ou c'est plus le Veda, voilà, de savoir regarder les choses et raconter les choses qu'on a su regarder, et pas seulement faire des anecdotes. Voilà. Donc la collection, c'est un truc formidable pour moi parce que ça permet de proposer en poche, donc à des prix moins de 10 euros, et c'est important que ça ne coûte pas trop cher, notamment pour les jeunes, de proposer des textes que moi j'aime, les textes de Raymond Maufray, par exemple, de gens très connus ou pas du tout connus, mais qui méritent de l'être, à peu près 10 fois par an, quoi. Bientôt, on fera un tous les mois. C'est un sacré boulot aussi. Vous devez Voilà beaucoup pour la apprécier d'être à la confluence de l'aventure et de la littérature. Absolument, pour le coup, là. absolument, parce que pour moi, l'aventure peut être, et la vie, la liberté, la littérature, tout ça, c'est consubstantiel à l'existence. Est-ce que vous voulez interroger Patrice Franceschi sur quoi Allez, que une ce dernière soit question. Alors, les Kurdes, c'est plus que récurrent. À certaines périodes, j'y vais tous les mois. Il y a les Kurdes, il y a la Boudeuse qui doit repartir et la financer dans une époque de morosité, c'est pas simple. Elle est à Paris là, mais je pense que d'ici le mois de mai, on aura, je peux pas en parler là, mais c'est compliqué, mais refinancer pour de nouvelles expéditions autour du monde. Deuxième chose, ouais, d'accord. Donc les Kurdes, la Boudeuse, les livres. Là, il y a un nouveau roman qui vient juste de sortir. Hein. Il est Monsieur K, un roman philosophique sur le mensonge, tellement c'est prégnant dans nos sociétés, mais fait à ma manière. Les livres, la littérature, la Boudeuse, les Kurdes, la famille, c'est pas mal. Il y a un petit concours au passage. Alors, le prix Goncourt de la nouvelle, puisque vous en parlez, c'est les nouvelles, j'adore ça. Écrire des nouvelles, c'est un truc génial. Des petits romans, c'est un truc formidable. En France, ça n'a pas le même statut que dans les pays anglo-saxons où on considère roman et nouvelle absolument sur le même niveau. Tout ça, c'est de la fiction, c'est du romanesque. Et le fait que les jurés du Goncourt aient aussi un prix pour les nouvelles, comme pour la poésie d'ailleurs, est une excellente chose parce que tous les prix n'ont pas ça. Tous les jurés n'ont pas. Vous trouvez que ce soit, je sais pas, vous prenez les autres grands prix comme le Renaudot ou le Femina, il n'y a pas pour les nouvelles. Voilà. Mais chez les Goncourt, il y a ça et je suis très content qu'il ait, très content évidemment d'avoir eu l'année dernière. Mais c'était pour moi un encouragement, non pas à continuer à écrire, mais surtout au fait que, moi j'aime les tragédies, que les tragédies, ça pouvait encore intéresser les gens parce qu'il n'y a que le sens du tragique qui permet de surmonter toutes les épreuves. Voilà, à mon avis. Dernière question alors. Quand vous voyagez ou quand vous êtes au Kurdistan ou impliqué dans des causes de ce type, comment restez-vous connecté et restez-vous connecté? Je n'aime pas. Ah bon, si vous aviez arrêté à connecter, je vous dirais je ne me connecte pas. Je réponds jamais au téléphone. Je ne comprends pas ce côté connecté. Je fais une parenthèse, mais on est tout le temps dérangé. Non mais moi, je n'aime pas être dérangé en permanence. Si je suis avec des amis, je n'ai pas envie que ça sonne tout le temps. J'aime les gens qui font une chose à la fois et qui la font bien, concentrés dans ce qu'ils font. J'aime pas parler pour ne rien dire, qu'on me parle pour ne rien dire. Donc, je ne suis pas connecté. Régulièrement, je vais sur Internet voir mes mails, une fois tous les 2-3 jours, voir s'il y a quelque chose. Et de temps en temps, je regarde mon petit portable. Je vais vous montrer ce que j'ai. Il y a des gens qui voulaient se cotiser pour me payer un iPad, mais moi, j'ai ça. J'ai dit, vous êtes complètement fou. C'est pas parce que j'ai pas d'argent, j'ai ça. C'est pour être un peu tranquille. De temps en temps, je regarde, je filtre s'il y a des messages, etc. Restons tranquilles, ne soyons pas dérangés pour rien. Il y a une montée de l'insignifiance épouvantable. Par exemple, lire, il faut une concentration extraordinaire pour lire. Bon, on ne va pas se faire déranger. Maintenant, la famille, c'est autre chose. Mais vous savez, je ne pense pas qu'être en connexion permanente avec sa famille soit une nécessité. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il faut tout le temps rester connecté pour tenir. On a oublié l'émotion des retrouvailles quand il y a eu des absences. Moi, je connais une époque où je partais 1 an, je ne voyais pas ma femme pendant 1 an. Les retrouvailles, c'était quelque chose. Aujourd'hui, les gens, ils Skype tous les soirs. Ils ne se séparent plus. Ils ne sont jamais très loin. Ils ne voyagent plus vraiment. Moi, je connais des gens à Machu Picchu qui regardaient par Google Earth pour ne pas sortir de l'hôtel. Chapeau. Non, mais... Bien entendu, c'est reparti pour un nouveau débat. Mais... Quand on va dans des coins
Je sais. Non, mais je sais. Alors, nous sommes dans un autre débat. À mon avis, une des conditions de la liberté, c'est la sérénité, de ne pas être dérangé pour rien. Et toute chose qui est faite pour nous déranger pour rien perturbe cette sérénité, cette concentration, cette tranquillité. Et je ne vois pas qu'est-ce que ça m'apporte. Ce qui m'apporte dans la modernité, c'est de pouvoir un jour prendre un téléphone et appeler ma femme s'il y a quelque chose. C'est de pouvoir être joint en cas d'urgence éventuellement. 2-3 bricoles de ce genre qui justifient un petit appareil comme ça. Et après, le reste, j'analyse et je vois mal ce que ça m'apporte et je vois très bien ce que ça m'enlève. Donc, chacun est libre. Mais je vois une immense marée montée d'insignifiance dans une société où le divertissement prime sur tout le reste. Donc, l'esprit d'aventure nous dit de nous en méfier, en tout cas. Voilà. Oh, je viens d'encore une question. Alors, on va répondre à... Bonjour, moi j'ai 20 ans justement et je me demandais, cet été je voulais partir en Thaïlande parce que c'est un pays qui m'est cher pour certaines raisons. En fait, j'y suis encore jamais retourné et je me pose beaucoup de questions sur la façon de voyager et justement comment y aller avec. C'est pas forcément l'état d'esprit, mais c'est plutôt les petits moyens vraiment assez pragmatiques sur comment ne pas tomber dans les pas du tourisme et du. C'est un long débat encore. Hein. Ouais. Trimballez pas votre monde avec vous, déjà. Ouais. Soyez sobre dans vos besoins. Déjà, plein d'obstacles vont tomber. Pour le reste, vous prenez tous les guides de voyage, vous les lisez, vous allez partout où ils ne parlent pas. Voilà. Vous l'utilisez à contresens. Ils vont vous donner des listes de restaurants dans une ville. Bon, ben, vous dites, voilà là où il ne faut pas aller. Voilà. Et à partir de là, vous êtes sûr de sortir des sentiers battus mécaniquement, j'allais dire. Et ensuite, laisser faire un petit peu le hasard des choses, ou alors décider par l'apport littéraire intellectuel de la Thaïlande que vous aurez lu avant, de voir telle et telle chose très importante à vos yeux dans l'étude que vous en avez fait. On peut partir dans un pays sans rien connaître et découvrir. Mais ça vaut, c'est pas mal. Mais ça vaut très bien aussi d'avoir une culture complète du pays pour savoir exactement ce qu'on veut y chercher, surtout si on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Pour ne pas passer à côté de choses essentielles, parce qu'il faut du temps pour comprendre aussi. Donc, voilà les choses, à mon avis, essentielles. Et toute chose qui deviendrait une marchandise dans ce voyage, refusez-la. C'est qu'elle est trafiquée, c'est qu'elle est pas bonne. Voilà. Rien ne s'achète en la matière. Si on veut que ça ait de la valeur. Puis le vieux truc traditionnel de partir sur les routes seul ou avec une personne, puis de laisser voir venir les choses, c'est pas si mal non plus. Puis ça coûte rien. C'est à la portée de tout le monde en plus. Vous savez, aujourd'hui, la ségrégation par l'argent du voyage, elle a beaucoup diminué hein, par rapport à autrefois. Ça coûte plus cher souvent de payer un tour opérateur que de partir prendre un billet d'avion, puis après vivre sur le pays tel qu'il est avec les gens, etc. Hein. La démocratisation du voyage, c'est aussi parce que le déplacement coûte moins cher en lui-même. Voilà. Mais pour les autres petits détails, ça serait assez long. Mais lire les guides de tourisme à contresens, c'est génial. Hein. Où je ne vais pas aller, on prend un bouquin, on me dit tout, il ne faut pas aller. C'est réglé dans la minute. C'est génial. D'ailleurs, il faudrait faire un jour un guide à l'envers pour dire voilà, il ne faut pas aller. En prenant tous les autres, en faisant une synthèse. Il y en a un qui a été fait les 1001 lieux où il ne faut pas être allé. Sans blague. Voilà qui est pas mal. Alors, mais c'est beaucoup moins vendu que l'autre. Ouais. Non, mais de toute façon, il est bien certain que dès que vous êtes à contresens, à contre-courant, que vous remontez le courant comme les saumons, bah oui, vous êtes minoritaire. Hein. Mais il faut aimer être minoritaire. C'est beaucoup plus intéressant D'ailleurs, sur les routes où il y a moins de monde, on est plus tranquille. Voilà. Allez, une toute dernière. Une dernière question. Ah bon. On est en ce moment, et il y a des visites tous les samedis, gratuites hein, pour le public. On est au port du Gros Caillou, c'est au pied de Rive Gauche, au pied du pont des Invalides. Voilà. C'est pas loin du Quai d'Orsay. Non, que le samedi. Parce que c'est très contraignant de faire les visites. Il faut du monde pour guider, ça. Alors, on les fait gratuitement, mais que le samedi, 10h, 11h, aux heures rondes, voilà. Jusque normalement fin mars.
Voilà. Ben, je vous remercie. Merci Merci énormément, Patrice Franceschi. Merci à vous.